En Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed, sur la sellette depuis plusieurs mois, est reparti à l'offensive vendredi. Il déclare que les conflits entre clans politiques ont perturbé le travail de son gouvernement. Huit personnes ont été tuées vendredi dans une attaque de combattants de Boko Haram contre 2 villages dans le nord-est du Nigeria. Après l'attaque, les djihadistes se sont emparés des troupeaux de bétail. Enfin, Cotonou, capitale économique du Bénin, a abrité ce samedi la 3e édition d'Ego Running. Objectif, nettoyer les artères de la ville de ses déchets plastiques tout en faisant du sport. Tiemoko Touré a été clair. Il n'y a pas eu de suppression. Les entreprises éligibles vont recevoir leurs subventions comme prévu, d'après le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, son ministère, le ministère de la Communication, précise qu'il n'a en aucun cas demandé la suppression de l'aide à l'impression, évalué en 2017 à 701 millions de francs CFA au profit de 22 entreprises de presse. La réaction de l'autorité vient à point nommé, car le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire avait annoncé une journée presse morte pour protester contre la dite décision. Sidi Tiemoko Touré, étonné par des allégations, a rappelé que le président Alassane Ouattara a évoqué en janvier 2018 sa décision d'augmenter de plus de 135% l'aide allouée à la presse. Toutefois, le ministère souligne que le président a demandé au ministre de la Communication d'ouvrir des réflexions sur le mode de gestion de cette contribution de l'État de façon à la rendre plus efficace et notamment que les conditions d'éligibilité au fonds de soutien soient strictement appliquées. Ceci dit, certaines entreprises qui bénéficiaient du soutien à titre exceptionnel devraient donc voir cette aide supprimée. Pour de nombreux spécialistes, la maladie a encore un bel avenir sur le continent. En cause, la pauvreté et l'ignorance. Pour de nombreuses personnes atteintes du cancer du sein, le quotidien est un cauchemar. Son traitement onéreux coûte parfois l'ablation de l'un ou des deux seins. Avec votre caméra, avec vos téléphones portables, avec vos stylos, relayez l'information pour sauver des vies. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Donc aidez-nous à sauver des vies en communiquant, en sensibilisant sur cette maladie-là. Geneviève Ouané est connue dans le monde des médias en Côte d'Ivoire pour avoir animé dans les années 90 une émission pour enfants sur les antennes de la télévision ivoirienne. Cette quinquagénaire a une histoire particulière avec cette maladie. Il faut pouvoir donc aller se faire dépister à temps pour avoir la chance d'être guéri. Mais il ne faut pas oublier non plus que sur 10 cas, il y en a peut-être 9 qui seront des cas bénins, c'est-à-dire ce sera peut-être simplement un kyste, ce ne sera pas un cancer, il y aura peut-être qu'1% seulement de cancer. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments et ne plus avoir peur du cancer, parce qu'on peut le guérir quand il est pris à temps. Convaincu que les médias peuvent infléchir la courbe de cette maladie qui cause la désolation autant chez les femmes que les hommes, Léa Guigui a initié depuis 2 ans à Bigon les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Tous semblent mobilisés à cette cause. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de nous dire, et si on avait une cause pour laquelle on s'engage tous? C'est la raison pour laquelle je me suis engagé en disant, mon patron ne me taxera pas d'avoir suivi un politique, d'avoir suivi une cause militante, un parti, un mouvement, une idéologie. Non, c'est quelque chose qui concerne la vie. Les journalistes camerounais à l'Infoca et de nombreux professionnels des médias se retrouveront pendant 2 jours, du 19 au 20 octobre 2018, dans la ville de Grand-Bassam, à 50 km d'Abidjan, pour porter le message de ces femmes qui vivent avec cette maladie sous la loi du silence. Cette rencontre, rassemblant des élus et dirigeants économiques, a eu lieu à quelques semaines de la présentation de la loi des finances 2019. 8 ans après la Révolution, la Tunisie peine à répondre aux attentes sociales de la population. Elle a obtenu un prêt du Fonds monétaire international en promettant de mener de vastes réformes, mais ces derniers mois, la vie politique est paralysée par des bras de fer se cristallisant autour du sort du Premier ministre.
Soutenu par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, il fait face à une opposition au sein de son propre parti Nidad Tounes et de la part de la puissante syndicat UGTT. Kaed a néanmoins assuré que son gouvernement avait obtenu au deuxième trimestre le meilleur taux de croissance depuis 2014 avec 2,8% après 2,5% au premier trimestre. Il a évoqué l'annonce sous peu de 33 projets de partenariat public-privé pour un montant total de 13 milliards de dinars, plus de 4 milliards d'euros, sans autre détail. La Tunisie souffre aujourd'hui d'une situation économique difficile. Elle est malheureusement devenue chronique et ses détails sont connus de tous. La situation est difficile et elle se reflète dans plusieurs indicateurs. Les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 ont traité cette situation dangereuse par des solutions de facilité, a-t-il fustigé. Des affrontements ont éclaté quand des villageois ont tenté de s'opposer aux assaillants venus s'emparer de leur bétail dans les villages de Boudouadiri et Boulamakairi, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la milice locale, Bounoubuka Mustafa. 8 personnes ont été tuées dans les affrontements et 4 autres ont été blessées, a-t-il ajouté. Les djihadistes de Boko Haram ont ouvert le feu sur des villageois armés de machettes, d'arcs à flèches, de gourdins et de sabres, a-t-il précisé. Les villageois n'ont pas pu faire face au terrorisme muni d'armes à feu, a dit le leader de la milice locale, Babakoura Kolo. Ces derniers temps, Boko Haram a intensifié ses attaques notamment contre l'armée nigériane. L'insurrection de Boko Haram et sa répression par l'armée ont fait plus de 27 000 morts et quelques 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Selon les ONG, 11 millions de Nigérians ont un besoin urgent d'aide humanitaire suite aux exactions de cette milice. Youssouf Magadji Bichi, désormais à la tête de l'agence de renseignement intérieur du Nigeria. Il a été désigné jeudi en lieu et place de Lawal Moussa Daoura, limogé en août à la suite de la prise de contrôle illégal du Parlement par les forces de sécurité. Ancien agent des services de renseignement, Youssouf Magadji Bichi remplace un allié clé du président Muhammadu Buhari, remercié pour avoir ordonné ce que le gouvernement nigérian a qualifié de prise de contrôle non autorisée du Parlement. Les faits remontent au 7 août dernier où des hommes armés et cagoulés de la police et de l'agence de renseignement intérieur avaient bloqué pendant plusieurs heures l'accès du Parlement à Abuja, empêchant parlementaires, employés et journalistes de rentrer. Le vice-président Yemi Osinbajo avait à l'époque qualifié cette action de violation grossière de l'ordre constitutionnel. Elle était survenue alors que le président du Sénat, Bukola Saraki, et le chef de l'État, Muhammadu Buhari, étaient engagés dans un bras de fer politique à 6 mois de la prochaine présidentielle. Un bras de fer marqué par le départ de Bukola Saraki du parti au pouvoir. Il a ensuite rejoint le principal parti d'opposition dans l'intention d'être candidat à la présidentielle de 2019. En août, 49 meurtres ont été enregistrés dans les 2 Kivu, un recul de 18% par rapport au mois de juillet selon le dernier baromètre du GIEC publié jeudi. Plus de la moitié des personnes tuées, 27, ont été recensées dans le territoire de Béni, par ailleurs en proie à une épidémie d'Ebola depuis le 1er août. Autour de la ville de Béni, en effet, les attaques du groupe rebelle ougandais, l'Alliance des forces démocratiques, se sont intensifiées malgré le développement de la maladie à virus Ebola, note le groupe d'études sur le Congo. Les observateurs révèlent également que les cas de vol à main armée par les FARC RDC ont augmenté en ville de Béni. Le baromètre souligne aussi l'action de l'armée régulière face aux groupes armés dans 2 autres territoires du Nord Kivu.
Région de haut plateau et de lacs densément peuplés, les deux provinces du nord et du sud Kivu connaissent des troubles depuis la fin du génocide rwandais en 1994 et le renversement de l'ex-maréchal Mobutu en mai 1997. Par rapport aux deux premières éditions, cette fois-ci, nous avons 5 parcours, donc nous avons eu 5 itinéraires différents. L'objectif, c'était de pouvoir ramasser des déchets dans presque toutes les rues qui nous entouraient ici. Alors déjà, si je compare par rapport à la dernière édition, cette fois-ci, on est un peu plus nombreux, donc ça veut dire quand même que les gens petit à petit comprennent. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer parce que c'est quand même plus simple de rester dans son canapé, de critiquer, de dire la ville est sale quand on ne fait rien. Mais quand on sort et qu'on se mouille la chemise et que pendant 1 heure, on ramasse les déchets plastiques, on se rend compte que nous avons tout intérêt à ne pas jeter. Parce que c'est bien de ramasser, mais il faut amener nos populations à ne plus jeter sur les bords de route. Le prix que nous payons est très élevé. Le prix que nous payons, sachez, c'est notre santé. Le prix que nous payons, sachez, c'est aussi le fait que nos égouts sont bouchés. Donc, transformer cela, c'est aussi faire en sorte que la société soit sensibilisée. Ça ne va pas se faire en un jour. Chaque fois que nous passons, c'est la 2e édition à laquelle je participe, nous nous arrêtons pour parler aux riverains, pour leur dire faites en sorte qu'il n'y ait plus de sachets devant chez vous, dans les caniveaux à côté de chez vous. Mais il ne faut pas qu'on aille supplier les municipalités. Les communes, c'est leur responsabilité. Certains maires le font, mais les autres maires devraient se lever, accompagner, susciter, mobiliser et souhaiter que de telles volontés comme celle de sachets reloués se fassent dans leur commune. On n'a pas à aller les supplier, on a plutôt à souhaiter qu'elles prennent leurs responsabilités. Je dois dire que certains maires le prennent, je souhaite que d'autres maires émulent ceux qui le font déjà. Selon les statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations, plus d'un 5e de migrants irréguliers venant en Europe arrivent par voie terrestre. L'augmentation des arrivées par voie terrestre coïncide avec une baisse des arrivées par voie maritime, alors que la route depuis la Libye est rendue de plus en plus difficile par l'augmentation des patrouilles des gardes-côtes libyens. Les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique sont entourées de hautes clôtures qui sont régulièrement la cible d'assauts de migrants tentant d'entrer en Espagne. Quelques 114 500 migrants sont arrivés en Europe en passant par la Méditerranée depuis le début de l'année, contre près de 129 000 l'an dernier à la même période, selon l'Organisation internationale de migration. L'agence de l'ONU indique que la route terrestre la plus fréquentée par les migrants irréguliers est celle allant de la Turquie vers la Grèce, où les autorités ont signalé un total de 12 166 arrivées par voie terrestre depuis le début de l'année. Plus de 50% de ceux qui arrivent en Grèce sont des Syriens, Irakiens et Afghans, selon l'OIM.